Bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Bienvenue sur cet espace conférence. Nous allons évoquer avec Loïc Tomila. Bonjour. Ce challenge, les clés pour constituer et optimiser son panel de sous-traitants. Alors là, c'est un format un petit peu particulier. Voilà, vous êtes avec nous pour nous faire part de votre expérience chez Lectra. Vous allez nous en donner, présenter un petit peu l'entreprise déjà pour commencer, ça sera une bonne chose. Bien, je vous remercie. Bonjour à tous d'abord. Donc, mon nom est Loïc Tomila, je suis responsable des achats et de la qualité. Je vous expliquerai un petit peu mieux pourquoi. Et ça a un certain sens par rapport justement au thème de notre intervention aujourd'hui. Donc Lectra, c'est une société qui fait 1500 personnes, qui est une société internationale qui fait du CAD/CAM et puis du software pour le domaine des matériaux souples. Donc on est orienté sur des outils de design de logiciels pour des vêtements, pour tout ce qui est sièges d'avion, sièges qu'on voit ici, qui vont utiliser du matériau souple, du cuir, des textiles divers et variés, et puis qui également conçoit, développe et fabrique des machines de découpe de ces mêmes textiles. Donc une bonne partie, sans prétention, des vêtements que vous avez sur vous ont une bonne chance d'avoir été découpés sur des machines fabriquées par la société Lectra. Donc je dirais 1500 personnes, à peu près 700 personnes, la moitié on va dire, sur la France, une société française qui a 43 ans. Qui est toujours une société d'ailleurs à capitaux pour une bonne part privée, et qui a le mérite d'essayer de poursuivre son aventure avec des entreprises françaises et d'intégrer des entreprises françaises dans ces concepts. On en dira là aussi un petit peu plus certainement au fil de l'eau. Donc en chiffre d'affaires, c'est 350 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires. Et en achat, c'est environ 65 millions d'euros, qui soient des achats généraux, des achats intégrés directement dans nos produits. Bon, je fais défiler en même temps que vous parlez des photos en mode un peu brut là, parce que voilà, c'est des photos que je suis allé chercher sur un disque dur. Là, par exemple, ce qu'on a à l'écran, c'est Model for Change. Typiquement, c'est une partie des applications que vous fournissez? Alors, ça c'est un petit peu effectivement pour représenter, se donner une bonne idée de toutes les industries qu'on touche. Oui. Donc là, vous avez un petit peu la manufacturier, l'aéronautique, effectivement, puisque ça fait partie de nos gros clients, l'automobile, qui est pour nous 45% de notre marché à peu près. Le fashion, on en parlait tout à l'heure. Donc le fashion, c'est aussi bien des designers qui vont donc venir concevoir, imaginer les produits que nous portons tous, et puis des manufacturiers. Donc les manufacturiers, comme on peut l'imaginer ou comme vous pouvez tous imaginer, qui sont de plus en plus délocalisés sur des zones à main-d'œuvre plus basse, en coût de main-d'œuvre plus basse, oui. Donc sur des zones telles que l'Asie ou l'Amérique du Sud, voire un petit peu l'Afrique du Nord et l'Est de l'Europe. D'accord. Et qu'on comprenne bien, vos solutions, elles vont être autant pour créer les pièces, faire des patrons, que pour après programmer la chaîne de découpe, etc. Hein. Absolument. Donc voilà. sur la partie qui est la partie le cœur business au départ de Lectra, c'est sur effectivement le clothes, le fashion, et donc tout le design des vêtements va pouvoir être fait notamment en 3D avec des systèmes virtuels de plus en plus également. Donc on a voilà, là c'est de la gestion de collection. Donc pour ceux qui connaissent des PLM, Product Life Management, qui permet de gérer toute la collection. Vous n'êtes pas sans savoir, pour un certain nombre d'entre vous, si vous traînez un petit peu dans des magasins de vêtements, que la mode évolue très vite maintenant, et un des souhaits, une des volontés, là aussi on y viendra, des industries de la mode, c'est de pouvoir proposer de nouvelles collections à peu près toutes les 3 semaines aujourd'hui. Si vous allez dans des magasins tels que Zara, H&M, des grandes enseignes,
ils ont une volonté de pousser, j'allais dire de l'innovation, ou en tout cas des collections nouvelles toutes les 3 semaines. Pour pouvoir faire ça, vous imaginez bien, entre le design et la production qui est souvent loin, ça nécessite effectivement des outils assez sophistiqués de software. Electra est capable de proposer ces typologies de software via des Product Life Management qui sont mis en place et qui dialoguent directement avec les outils de design de software, mais également avec les cutters qui sont installés chez des manufacturiers un petit peu partout dans le monde. Voilà. Excellent. C'est d'ailleurs je pense que Zara, ça a été une de ses forces, ça a été un des premiers à amener cette réactivité spectaculaire dans les collections. C'est exactement ça, effectivement. Et tout le monde est venu. Voilà, il a entraîné tout le monde. Maintenant, il a entraîné tout le monde. Je citais H&M, mais on pourra en citer bien d'autres. Bien sûr. Zara était effectivement et un de nos partenaires. Tout à fait. Là, on voit des exemples un petit peu fashion. Également une industrie, alors vous parliez d'aéronautique. L'aéronautique, somme toute, ça reste pour nous des marchés plus de niche. Pour autant, effectivement, on va retrouver tous les matériaux souples. Un matériau souple, c'est de la moquette que vous avez au sol. Donc, dans un avion, c'est vrai aussi. Les moquettes que vous avez un petit peu partout. Mais bien sûr, on pense directement au siège et au fauteuil des avions dans lesquels on peut être amené à monter tous et qui sont designés. Là, une partie importante de notre activité qui est sur du furniture, de l'ameublement, pardon, tout ce qui est sofa. On a des grands noms de l'ameublement qui travaillent avec nous, sur lequel là aussi on a des solutions software qui permettent de designer toute la partie ductile et donc les mousses également, d'ailleurs, la découpe des mousses. Et l'avantage des solutions, puisqu'on parle souvent de solutions Electra, sont des solutions effectivement vraiment intégrées où vous donnez la capacité à un client de concevoir, de gérer une collection et d'aller jusqu'à la découpe, jusqu'à la production finale de ces matériels en matériaux souples. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On touche différents secteurs en termes de matériaux, et pas mal de cuir aussi. Alors là, on voit un cutter qui est un cutter phare dans nos collections qui s'appelle le Vector, qui est un cutter qui pour les grands manufacturiers, ils vont couper par exemple une centaine de jeans à la minute, l'équivalent d'une centaine de jeans à la minute. Donc ça vous donne une idée un petit peu de la capacité de cette typologie de machine qu'on va retrouver bien entendu là aussi beaucoup sur des zones manufacturières asiatiques notamment, et qui sont pour autant made in France. Donc la machine que vous avez sous les yeux, c'est une machine 100% made in France. Excellent. Donc la machine est made in France, le programme made in France également. Absolument, le programme est fait bien sûr par l'entreprise également. Alors quand vous évoquez ça, vous dites qu'en Asie, ils sont équipés de ce type de machine. Ils ont la main-d'œuvre pas chère et en même temps, ils sont équipés de machines. Et en même temps, ils sont équipés de machines parce qu'en fait, pourquoi ils vont sur ces zones-là? Puisqu'ils ont une machine qui est plutôt productive, donc on pourrait se dire pas vraiment besoin de main-d'œuvre. Les machines sont consommatrices de main-d'œuvre parce que pour l'instant, en tout cas, on n'a rien inventé d'intelligent pour décharger les pièces coupées par ces machines. Donc vous imaginez une grande production, un flux continu de pièces qui sortent, on appelle ça des pièces de matériaux textiles qui sortent de ces machines et qui malheureusement sont obligées d'être déchargées manuellement par un certain nombre de personnes qui sont derrière et qui viennent créer un certain nombre de piles. Alors il y a des aides au déchargement, là aussi de la réalité augmentée, mais pour autant ça reste manuel, donc une nécessité d'avoir effectivement du manuel. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces machines-là, elles sont dans des usines manufacturières de produits finis, et souvent les pièces coupées partent directement au piquage, donc en couture. Et là, en couture, pour l'instant, en tout cas, on n'a rien inventé de mieux que les personnes qui sont derrière des machines à coudre et qui coudent. Donc la main, en fait, ça évite d'avoir du transport. Très peu de manufacturiers découpent des pièces chez eux, comme on pourrait voir par exemple Oxymetal, qui va couper des pièces et qui va les revendre derrière pour être transformées, par exemple. Ça se fait assez peu dans le domaine de nos industries. D'accord. Alors, là, je suis au bout, on a eu les mousses. On va peut-être, je vais repasser, en attendant que je cherche l'image, on va repasser. Alors, comment vous avez, vous, pour développer cette gamme d'outils, ces machines, comment vous avez constitué votre panel de sous-traitants? Parce qu'on imagine que vous n'aviez peut-être pas toutes les briques au départ.
vous aviez peut-être la dimension programmation, vous aviez l'idée. Comment c'est venu un peu toute cette chaîne, comment vous l'avez montée? Alors, le chemin, je vous présentais rapidement Lectra il y a quelques instants. Donc Lectra, c'est une entreprise familiale, d'ailleurs qui était familiale et qui a été créée par deux frères au départ, qui étaient des frères du Pays Basque, puisque nous sommes une entreprise dont la production et la R&D est localisée près de Bordeaux, sur une localité qui s'appelle Cestas. Sur cette localité-là, donc les deux frères basques se sont expatriés du Pays Basque pour venir en Gironde, et ils ont eu des idées un peu géniales. Ils se sont mis à développer donc au départ des lecteurs, en fait des traceurs pour faire des patrons, d'où lecteur-traceur, Lectra, lecteur-traceur, ça veut dire au départ. Et puis, ils ont dû faire quelques petits softs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à 2, à 3, à 4. Et puis, ils ont dit, on a besoin de supports. Et ces supports, ils ne sont pas allés les chercher à l'autre bout du monde il y a 43 ans. Ils ont frappé chez le taulier du coin qui pouvait les aider. Donc il y a eu ils ont embrigadé un certain nombre d'industriels locaux qui les ont aidés à faire de la tôlerie, de la petite mécanique ou de la grosse mécanique d'ailleurs, de la chaudronnerie, un peu de plasturgie, en trouvant localement ses partenaires. Et puis Lectra a grandi, donc de 3 personnes, ils sont passés à 4, à 5, à 10. Et puis à 1500 aujourd'hui, donc les contraintes sont devenues différentes. On a cherché à changer un petit peu le business model pour aller vers des produits de plus en plus haut de gamme, pour éviter effectivement ou contraindre notre concurrence qui est relativement forte et plutôt localisée sur des zones low cost, à monter également en gamme, donc à rester toujours dans l'innovation, on y reviendra. En ayant cette croissance-là, l'idée ça a été de dire dès le départ, donc c'est vraiment dans les gènes de Lectra, c'est de dire voilà, on a commencé avec des partenaires locaux. Si on peut continuer avec ces mêmes partenaires et grandir ensemble, faisons-le. Bravo. Donc ça, c'était il y a 43 ans. Et je peux dire que 43 ans après, l'entreprise est toujours dans cette réelle volonté. Donc, si on peut grandir ensemble, ça veut dire quoi? Si on peut grandir ensemble, ça veut dire qu'il faut aller chercher de la productivité. Ça, c'est une évidence parce qu'on est dans un monde contraint et il faut aller chercher de la productivité. Il faut amener de l'innovation, c'est une évidence également. Il faut amener de la productivité, de l'agilité. Tous ces termes-là, à partir du moment où on s'entend sur la volonté d'avancer ensemble, bien, il n'y a pas de raison de ne pas avancer ensemble et pas d'essayer d'avancer ensemble et d'aller chercher des sous-traitants qui soient dans des zones plus lointaines. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est typiquement 43 ans ont passé, la volonté est toujours là et si on devait faire le tour de notre panel fournisseur, on travaille avec un panel qui a évolué pour différentes raisons, parce que Lectra a racheté aussi des confrères, a grandi avec l'Espagne, a grandi avec l'Allemagne, notamment des confrères donc, plutôt dans l'Europe. Donc on a repris aussi un certain nombre de sous-traitants. Donc notre panel s'est diversifié de par ce fait. Mais pour autant, donc 43 ans après, aujourd'hui on a toujours des sous-traitants qui travaillent avec Lectra. J'espère qu'ils sont plutôt heureux, mais il faut croire ils y trouvent en tout cas un certain intérêt, et nous on y trouve bien sûr un intérêt. Depuis plus de 30 ans, j'ai la moitié de mon panel qui travaille avec Lectra depuis plus de 30 ans aujourd'hui. D'accord, ça c'était le chiffre que je voulais... Ça c'est très concret, donc on a aujourd'hui 50% du panel des fournisseurs avec 50% du chiffre d'affaires d'achat, on va le dire comme ça, parce qu'après c'est réparti plus ou moins différemment en fonction de la valeur de ces achats-là, est réalisé avec des fournisseurs qui ont plus de 30 ans d'historique avec la société Lectra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, j'ai une grosse partie de mes sous-traitants aujourd'hui qui sont localisés dans la région Aquitaine, et je ne vous parle pas de la nouvelle région Aquitaine, je vous parle de la région Aquitaine telle qu'elle était autrefois, donc encore plus restreinte. Voilà, donc, et avec la nouvelle région Aquitaine, je pense qu'on va encore faire grandir ce chiffre-là. Est-ce que vous les avez entraînés, d'ailleurs, juste une question comme ça, vous les avez entraînés avec vous? C'est des fournisseurs qui étaient peut-être des petites boîtes au départ, enfin des petites boîtes qui ont profité de votre succès? J'aurais pas cette prétention de dire qu'ils ont profité de notre succès. Je pense qu'on a profité du succès de chacun. Par contre, est-ce qu'on les a entraînés?
on a eu la même dynamique, c'est-à-dire on a eu la même volonté, ces sociétés-là ont eu la même volonté d'avancer, d'aller dans un sens qui était à peu près celui sur lequel on voulait aller, de monter sur du haut de gamme, de proposer toujours plus de qualité, plus de services, donc qui ont souhaité aller dans la même direction que celle que nous étions amenés à emprunter, et dans ce sens qui ont grandi, oui, avec nous, ou nous avons grandi avec eux, parce qu'on s'est chacun et mutuellement apporté. Voilà. Et donc c'est dans cet esprit-là aujourd'hui qu'on avance. Donc j'aurais tendance à ne pas vouloir dire qu'ils ont grandi avec nous. Nous avons grandi ensemble et c'est pour ça que nous avons réussi à grandir et à aller de l'avant. Après, certains sous-traitants ont souhaité prendre des chemins différents parce qu'ils ont souhaité aller vers des univers différents, des domaines d'activité différents. Et c'est un point sur lequel je souhaite insister aussi, parce que le terme de notre table ronde est assez générique. Les clés pour constituer et optimiser un panel de sous-traitants. Un des points que j'ai mis sur le slide que vous êtes en train de projeter, c'est que je pense que fondamentalement, les clés, déjà, elles résident dans la stratégie que vous voulez mettre en place et dans les objectifs que vous vous donnez. Toutes les industries ne se donnent pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas les mêmes contraintes. Et donc, de par ce fait, évidemment, vous n'allez pas constituer le même panel de fournisseurs. Moi qui ai fait le métier ou exercé le métier d'achat dans différentes sociétés, dans différents environnements, le panel de fournisseurs optimisé de la société Renault, par exemple, n'était forcément pas le panel optimisé de la société Lectra. Quelques sous-traitants pouvaient effectivement être en ligne ou en phase sur des objectifs communs, mais il n'y a pas de recette miracle, c'est ce que je voulais mettre ici. Il y a effectivement une adéquation de stratégie. Il y a une adéquation de stratégie et puis il y a le fait effectivement qu'on prenne des orientations ensemble et qu'on aille vers la même direction. Il y a une dimension quand même, je pense, que j'observe là en vous écoutant, c'est que vous avez démarré sur une activité novatrice à l'époque, j'imagine il y a 40 ans, quand vous avez commencé à faire des lecteurs traceurs, de la découpe, des logiciels comme ça qui allaient permettre d'optimiser tout le process de création. J'imagine qu'il n'y avait pas encore beaucoup de monde sur le marché. Et du coup, vous avez construit cette activité en vous entourant d'un pôle qui a grandi avec vous, mais vous étiez sur un marché neuf. Absolument. Ouais. On a créé le marché a été créé. Je dis on, ça serait ambitieux là aussi. Les créateurs au départ, plus les gens qui ont participé à cette aventure, ont créé cette dynamique, ont répondu à un réel besoin auquel il n'y avait pas de réponse, où il y avait le patronage qui existe aujourd'hui encore, se faisait manuellement. Donc vous aviez des créateurs qui venaient dessiner sur des bouts de papier, découper au ciseau, positionner des patrons, ce qu'on appelait des patrons sur un morceau de tissu, et venaient découper soit avec des cutters, soit des roulettes type pizza leur morceau de tissu. Voilà. Et petit à petit, on est venu digitaliser aussi, plutôt qu'avoir des patrons manuels, on est venu digitaliser finalement les contours de prototypes faits par des designers. Et puis, on est venu petit à petit apporter effectivement de l'innovation avec des softs, avec de la puissance de calcul, en nous entourant également de spécialistes du domaine. Je pense à des sociétés qui sont représentées ici, telles que Alma, Missler, des gens spécialisés dans le software qui nous ont accompagnés, qui nous accompagnent toujours aujourd'hui d'ailleurs. D'accord. On va parler justement de cet aspect collaboratif entre vous et les fournisseurs, entre l'équipe, le noyau dur de démarrage, et comment on agrège des savoir-faire, des briques. Comment vous avez rencontré, trouvé, alors il y a l'aspect régional, on regarde en local qui a les compétences pour le faire, et après au-delà de ça, il y a quoi? C'est les valeurs qui jouent, c'est alors, il y a plusieurs facteurs. Je vous disais, il y a déjà le fait d'afficher clairement sa politique et sa stratégie d'achat. Qu'attendons-nous? Quels sont nos souhaits en termes d'innovation, de qualité, de service, de prix ou de coût de revient? Quelles sont exactement les attentes de Lectra, ce vers quoi on veut aller. Après, on partage des valeurs. Nos valeurs, c'est de s'engager dans la durée, de travailler avec des partenaires qui, pour ne pas faire ce que j'appellerais des coûts, acheter à un endroit ou à tel autre endroit,
et on y viendra certainement également, mais on a une notion de service importante vis-à-vis de nos clients. C'est ce qui permet de nous différencier de la compétition, c'est de pouvoir accompagner des clients sur le long terme. Aujourd'hui, j'ai des clients qui fonctionnent avec des équipements qui ont plus de 30 ans, voire je crois, il n'y a pas longtemps, on m'a demandé des pièces pour une machine qui a 37 ans, donc 43 ans d'existence, 37 ans. Donc au-delà du fait que ça soit fiable, bon, on va dire c'était dans le temps, on avait des machines peut-être plus fiables, je ne sais pas, j'espère qu'elles le sont toujours. Pour autant, on a une notion de service et on se refuse de dire à un client non, on ne peut plus la maintenir. Si on peut la maintenir, on le fait. Et donc, Oui. il y a une nécessité effectivement de partager cette valeur et d'avoir des sous-traitants qui vont pouvoir, à un moment donné, continuer à nous accompagner. D'où le fait, effectivement, que si on n'est pas dans la durée, si on n'a pas un partenariat dans la durée, il est quasiment impossible de pouvoir espérer retrouver le composant qui, à un moment donné, avait été utilisé dans une machine conçue 35 ans au préalable, on peut s'en douter. Donc, on partage ces valeurs. Pour répondre à votre question, pardon, je m'étais un petit peu éloigné. On partage effectivement nos valeurs. Une fois qu'on a partagé, elles sont affichées clairement un petit peu partout. On a un certain nombre de vecteurs de communication. Donc ça, c'est les valeurs de départ. Est-ce qu'une charte d'éthique aussi, d'achat, ce sur quoi on veut aller? Je disais qu'on a une notion on a aussi une responsabilité sociétale, environnementale. On travaille dans le monde entier. Nos produits sont distribués dans le monde entier. Il y a du consommable également. Donc on se doit d'avoir cette responsabilité sociétale et environnementale qui est clairement affichée également. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a affiché les valeurs, on dit voilà, monsieur le sous-traitant, est-ce que ça vous intéresse ou pas de rentrer dans cette démarche-là? Sachez qu'on a aussi une démarche, bien entendu, de productivité, de compétitivité, on veut de l'innovation, on veut de la robustesse, on veut aussi de la longévité. Voilà. Il y a un certain nombre de critères qui sont établis. Une fois qu'on a établi ça, certains fournisseurs, sous-traitants du monde viennent vers nous. Donc on a un portail par exemple sur notre website qui permet de se connecter en tant que supplier, de venir rejoindre Lectra, de proposer un certain nombre de services moyennant qu'ils adhèrent à la charte. Donc il y a un abondement à notre charte en disant voilà, moi je suis fournisseur et je trouve que vos valeurs sont les miennes également et je suis prêt à venir et à travailler avec vous. Une fois qu'on s'est dit ça, déjà je pense qu'on est à peu près en phase sur l'idée en tout cas. Après on peut se raconter plein de choses, mais on est en phase sur l'idée. Une fois qu'on est rentré dans cette idée-là, effectivement, il s'adresse à nous. Et puis après, on a une approche qui est la nôtre, qui est beaucoup de benchmark. Donc, on travaille beaucoup avec des confrères, des collaborateurs. On essaie de travailler avec des fournisseurs de fournisseurs aussi, ou des fournisseurs de confrères. On se renseigne, on participe à des salons tels que celui du MEDES, par exemple, mais à bien d'autres salons sur lesquels on a trouvé un certain nombre, effectivement, de fournisseurs qui sont devenus petit à petit des partenaires et avec une vraie collaboration. Donc on est dans cette dynamique et puis on cherche le petit plus d'innovation, donc ce qui va nous permettre à nous-mêmes d'intégrer des produits et de faire qu'on va se différencier de notre concurrence. Donc ça, on est très friand de ça, donc beaucoup de revues, d'informations, de relecture de brevets, de dépôt de brevets. Donc on a une veille brevet sur les brevets qui nous permet d'aller capter également de l'innovation faite par telle ou telle industrie, de manière à pouvoir nous adresser à ces industriels-là et à pouvoir potentiellement proposer également ces innovations. Voilà, ça c'est les démarches pour essayer de constituer petit à petit un panel qui aujourd'hui sur les produits, moi je gère deux portefeuilles, un portefeuille d'achat dit de production, je pense qu'on est plutôt orienté vers ça, surtout aujourd'hui dans le cadre dans lequel nous sommes, et puis les achats hors production, mais on est dans la même logique aussi sur les achats hors production. Mais pour revenir aux achats de production, on a un panel d'environ 400 fournisseurs aujourd'hui, qu'on essaie de limiter à 400, c'est-à-dire le but c'est pas de faire rentrer un portefeuille de fournisseurs, mais c'est plutôt de consolider avec ces fournisseurs. J'ai sur ces 400 fournisseurs une rotation de moins de 5%. Voilà. D'accord, ce qui est bien. Donc il y a une rotation qui est relativement faible, c'est une rotation encore une fois, plus parce qu'à un moment donné, il y a des changements de stratégie de société, parce que les sociétés également changent de stratégie, parce qu'à un moment donné, le produit qui était proposé n'est plus en phase avec les attentes, parce que voilà, on abandonne telle ou telle chose, donc ça peut arriver. Mais globalement, on n'a pas, c'est pas la volonté n'est pas de changer, la volonté est de travailler avec le panel existant et de le faire grandir
ou en tout cas de s'assurer qu'ils grandissent. Et s'assurer qu'ils grandissent, c'est aussi de benchmarker. C'est ce que je dis souvent, certains fournisseurs ont pu ne pas le comprendre. D'ailleurs, ils ne travaillent plus forcément avec Lectra aujourd'hui, mais des fournisseurs considèrent, j'ai pu m'entendre dire dans d'autres vies également, si vous nous mettez en compétition, c'est que vous ne nous faites pas confiance ou c'est qu'on n'est plus partenaire. C'est pas vrai, c'est un moyen également de savoir si on est toujours dans le vrai, parce que globalement il y a une certaine transparence, mais un produit peut être industrialisé, pensé, imaginé d'une autre manière, vous le savez très bien pour les industriels qui sont ici présents, et ça peut faire la différence. Donc le fait d'être dans une approche de benchmark régulière fait qu'on arrive effectivement aussi de temps en temps à faire grandir nos fournisseurs, parce que globalement, le but aussi de se benchmarker, c'est de dire, attendez, il y a d'autres technologies qui existent. Est-ce que vous êtes bien toujours avec les bonnes technologies qui adressent notre produit? Donc ça, c'est vraiment le rôle de l'acheteur d'ailleurs, d'aller capter les innovations technologiques, pas que les innovations produits, les innovations technologiques, et de s'assurer que ces fournisseurs sont toujours en phase avec ces innovations-là. Voilà, on est plus dans l'ordre du challenge que de la compétition pure et dure. Absolument, je pense on achète des produits techniques et on a besoin d'avoir un vrai service autour de ces produits, une vraie qualité. À partir de Pierre, Paul à Jacques, peut-être on va le faire, pas peut-être, ça va être fait pour 3 vis, des produits très, très basiques, et même si Dieu sait que les vis, c'est pas toujours aussi basique que ça, mais on va le faire pour des produits qui peuvent être considérés comme basiques dès lors où on a des produits techniques et on achète quasiment exclusivement que des produits techniques aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on se refuse de faire. On passe beaucoup de temps à qualifier, accompagner nos sous-traitants. Je vous disais pourquoi j'ai une double casquette aujourd'hui. J'ai une casquette achat et qualité. La valeur qualitative et financière de nos produits, aujourd'hui, on est des concepteurs et on est des assembliers. Donc on a 80% de la valeur financière, mais également de la valeur qualitative de nos produits qui sont faits par nos achats. Si on achète mal, si on n'achète pas bien, on va avoir des produits au final qu'on n'arrivera pas à vendre, et puis on aura des produits qui n'auront plus la technicité nécessaire et l'innovation nécessaire. Donc on se doit bien entendu de travailler le plus possible avec nos fournisseurs, et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai également la casquette qualité, avec une équipe qualité notamment fournisseur qui est relativement importante et qui est là pour non pas s'assurer par du contrôle que les produits qui nous sont livrés sont bons, mais pour faire que globalement on intègre bien les besoins de nos fournisseurs, qu'on conçoive des produits qui soient réalisables et bien intégrés par nos fournisseurs, avec des moyens de mesure, avec des moyens de production qui seront adéquats au final, et puis qu'on industrialise. Donc on est sur une démarche où aujourd'hui on met en place des outils d'industrialisation et de qualification globaux avec nos fournisseurs, de manière à être dans la pérennité. On investit du temps au départ. Ce temps-là, si on devait changer juste parce qu'à un moment donné on a trouvé quelques centimes de moins à droite et à gauche, ça serait une perte économique sèche importante, et puis ça serait un non-sens globalement pour la société et pour nos clients au final. Carrément. On a le sentiment que la qualité, ça se forge. Vous associez là cette dynamique auprès des fournisseurs d'accompagnement et dans la durée, et vous l'associez à ce mot de qualité. La qualité, ça se forge. Si vous avez choisi d'être un peu dans le haut de gamme, c'est une démarche de fond et qui va se forger au quotidien avec ces gens, c'est ça? Complètement. C'est quelque chose, enfin la qualité, il y en a certains qui considèrent que c'est un dû, donc globalement je vous ai demandé ça, donc c'est ce que je veux. Effectivement, on peut le prendre de cette manière-là. Après, je pense que les gens qui sont ici savent très bien que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Ça peut être vrai si vous achetez un produit, encore une fois, catalogue, quoique. Mais dès lors où vous achetez un produit que vous allez designer, concevoir et qui est spécifique à votre besoin, il est clair qu'il faut travailler avec votre sous-traitant de manière à concevoir un produit qui va pouvoir être réalisé de manière correcte et répétable, sans passer plus de temps à faire un contrôle final unitaire qu'à produire même le produit.
Donc on n'est pas dans des industries où on a la capacité financière de payer autant de temps en contrôle que de temps en production. On est dans des industries où globalement, et avec des volumes petits aussi, parce qu'on ne peut pas automatiser autant que l'on souhaiterait peut-être la partie contrôle sur certaines pièces, comme pourrait le faire l'automobile grâce à des volumes. Nous, on est sur des volumétries beaucoup plus petites, donc vous avez tout intérêt à avoir pensé votre produit de manière industrielle, de manière à ce qu'il y ait une répétabilité et qu'après le produit soit conforme dans le temps. Alors je ne vous dis pas, bien entendu, que des non-conformités, nous n'en avons pas. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on rencontre. Ça serait bien mentir de dire que ça n'existe pas. Pour autant, par rapport à la gamme étendue de produits, vous avez vu un slide quelques minutes précédemment, où on a une gamme de produits très étendue ou assez étendue, avec des volumétries qui peuvent être du simple au million. Quand on est sur des volumétries du million, on industrialise d'une certaine manière. Quand on est sur des volumétries unitaires, voire unitaires tous les 3 ans, vous imaginez bien qu'on a une approche qualitative qui peut être très différente. Pour autant, on fait confiance à nos fournisseurs. Un des points, peut-être aussi, je ne sais pas si c'est une originalité, mais Lectra, donc on est mondialement reconnu aujourd'hui et on considère qu'on est leader. Alors, souvent, les entreprises disent qu'elles ont leader. Bon, il se trouve qu'a priori, on a un certain leadership, en tout cas dans notre industrie. Et puis, on vise du premium. Comme je vous le disais, on est sur une compétition aujourd'hui qui est plutôt sur une compétition de prix. Nous, on essaie évidemment d'avoir une approche compétitive sur le terrain, mais on essaie d'avoir une approche complète de service auprès de nos clients. Et c'est pour ça qu'on va capter la même chose, ce service-là et la qualité dans le temps auprès de notre panel de sous-traitants également. Est-ce que dans la fabrication, la conception de vos produits, donc on parle des logiciels, des solutions informatiques, y compris des machines, il y a des savoir-faire que vous n'avez pas trouvés en région ou en France? Est-ce qu'il y a... voilà. Alors, oui, je dirais il y a plusieurs choses. Si je prends la région, par exemple la région Aquitaine, oui. La région Aquitaine a souffert d'une de ses richesses, à savoir du vin. Elle a souffert. Pourquoi elle a souffert de sa richesse qui est le vin? Parce que pendant un temps certain, il y avait des lobbies du vin qui existent toujours aujourd'hui, qui étaient contre l'industrie. Et qui ont fait que globalement l'industrie est plutôt partie sur des régions Midi-Aquitaine, Centre, Limousin, Toulouse etc. peut-être, Toulouse beaucoup, aussi. Toulouse Beaucoup. Effectivement. Donc il y a eu à un moment donné à l'époque de M. Chaban-Delmas une volonté à ce qu'il n'y ait pas d'industrie autre que l'armement. Donc il y a beaucoup d'industries autour de l'armement sur la région bordelaise, du spatial et de l'armement. Ces industries ont je vous parlais de besoins de spécificité en préambule. Ces industries ont un certain besoin, une certaine spécificité qui ne sont pas celles d'industriels tels que la société Lectra. Et donc ils ont forgé une certaine sous-traitance dans la région bordelaise également, qui était plutôt à même à répondre à des problématiques de domaine de l'industrie militaire et de l'armement, plutôt que de problématiques d'industriels tels que nous. Et pendant un certain temps, on ne s'est pas compris. Donc ces industries n'ont pas pu exister sur la région déjà aquitaine pour une partie. Et puis, donc, par contre, ils existent en France, bien entendu, et on est plutôt allé chercher en France. Ne nous leurrons pas aussi. Vous remontez à 43 ans. Même au jour d'aujourd'hui, parmi nos ingénieurs, parmi nos personnes support de services, d'approvisionnement, il y a énormément de gens qui ne parlent pas anglais ou très peu anglais. Donc aller chercher en dehors de nos fonds. En plus, la France, bon, je ne vous l'apprendrai pas, hein, c'est un pays où les langues étrangères, on ne peut pas dire qu'on soit au summum de notre art. Donc c'est un vrai handicap encore et toujours, hein, malheureusement. Bon, bien sûr, il y a des évolutions, mais encore et toujours. Donc ça a été un handicap et un frein pour les industries françaises de croître avec des industriels étrangers. Donc c'est aussi une des raisons d'ailleurs. Hein, c'est peut-être une raison qui se dit pas trop, mais c'est pourtant vrai. Et puis, donc, vous me demandiez par rapport à des technologies. En fait, on trouve deux choses. Il y a des technologies, effectivement, qui n'existent pas en France, des technologies de pointe. On a une machine qui est, par exemple, une machine de découpe laser
qui est orienté sur la fabrication de découpes d'airbags. Vous voyez, les airbags que vous avez dans vos voitures. Alors là, tout à l'heure, je vous disais, il y a 50% de chances que vous ayez un vêtement découpé sur une machine Lectra. Quand vous avez un airbag dans votre voiture, il y a 95% de chances qu'il ait été découpé sur une machine Lectra parce qu'on a vraiment un marché de niche. Et là, pour le coup, c'est clair qu'on est leader sur ce domaine. C'est une bonne niche. C'est une bonne niche. Alors, c'est pas des gros volumes, mais c'est un bon niche. Et pour certains équipements très spécifiques, tels que les sources laser, par exemple, vous avez aujourd'hui très peu de fabricants de sources laser dans ce domaine-là. Alors, les lasers qu'on trouve en boîte de nuit, bon, ils viennent de Chine surtout. Mais après, vous avez beaucoup de lasers de marquage, etc. Là, vous avez déjà une offre un peu plus étayée. Mais les lasers de découpe que vous allez trouver sur des machines type découpe de tôle, par exemple. Découpe laser. Ouais. Donc, vous avez surtout des Allemands. Et donc, là, vous allez chercher effectivement cette technologie en Allemagne. Et puis, donc ça, c'est pour des technologies un peu de pointe. J'en ai plein d'autres en tête. Et puis après, vous avez autre chose qu'on l'on voit aujourd'hui. Alors là, je dirais malheureusement, c'est que les industries, elles ont disparu. Pardon. Elles ont disparu dans la mesure où si vous commencez à acheter des volumes, somme toute, un peu importants sur certains domaines d'activité. J'en ai un certain nombre en tête. Je ne citerai pas forcément, mais les industries, elles ont ni plus ni moins, même si vous vouliez, elles ont disparu. Et donc, elles se trouvent dans des zones à plus bas coût. Pour peu, elles se trouvent encore en Europe de l'Est, un petit peu, Pologne notamment, République tchèque, et c'est plus trop du low cost, mais République tchèque, mais elles sont plutôt parties sur les zones d'Asie. Hein. Et donc, par la force des choses, même si vous vouliez acheter de toute façon sur la France, voire sur l'Europe, on ne peut plus trouver ces technologies qui ont été toutes transférées. On le voit petit à petit, ça se voit aussi avec des supports de cartes électroniques, des choses comme ça qui ont disparu et qui sont faits dans des zones plus low cost. Voilà. Donc par la force des choses, oui, on trouve, il y a beaucoup de choses, enfin il y a un certain nombre de choses qu'on n'est pas capable de trouver. Et du coup, dans le savoir-faire voilà, dans la composition du panel de fournisseurs, il faut avoir cette appréciation fine de ce que j'ai en local, de toutes les compétences. Et après, où je trouve ce qui me manque, il va falloir que j'aille le chercher dans le meilleur endroit. On parle des moules au Portugal, ou on parle... Voilà, typiquement, le laser allemand, il est bon. Donc, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'après, vous avez une certaine expérience. Et puis, vous avez aussi on parle des moules. Moi, j'achète des moules. J'achète indirectement des moules, puisque j'achète des produits injectés. Oui. Mais sur lesquels on a besoin d'investir dans des moules qui peuvent être relativement chers, effectivement. Et donc, on travaille avec nos partenaires injecteurs qui ont une meilleure connaissance que nous, d'ailleurs, parce qu'après, c'est des spécialisations. Vous l'avez vu il y a quelques instants également, on achète une panoplie de technologies très large, très très large. Donc, on n'aura forcément pas une expertise sur l'ensemble de ces technologies, donc on s'appuie sur des experts et nos experts, on considère que c'est un certain nombre de nos fournisseurs. Donc on s'appuie sur ces experts-là qui eux-mêmes, et je vous parlais de benchmark et de discussion, c'est eux qui nous orientent souvent aussi vers les meilleures compétences qu'on va trouver, pas forcément en France effectivement, qu'on va trouver au Portugal, vous parliez pour les moules, c'est tout à fait exact, qu'on va trouver sur certains produits d'électronique au Japon, dans le domaine des moteurs notamment, enfin voilà, qui vont nous amener aussi à aller vers les meilleurs dans leur domaine sur chacune des zones du monde aujourd'hui. Mais il est clair que avoir la prétention de connaître la complétude des panels qui peuvent exister dans un domaine de technologie aussi vaste, c'est une mission impossible. En tout cas, à l'échelle d'une entreprise telle que Lectra, où on fonctionne avec une dizaine d'acheteurs et puis une trentaine d'ingénieurs hardware et R&D, c'est compliqué d'aller capter l'ensemble des compétences dans le monde entier, ça c'est sûr. Donc, d'où le fait, encore une fois, qu'on a besoin de s'appuyer sur ces compétences, c'est évident. Il y a ces deux populations certainement que vous devez mixer au quotidien. Il y a le côté programmation, on l'évoque, fournisseur de solutions numériques. Et puis après également, il y a les machines où là on est dans un univers qui est complètement différent, où on prolonge bien sûr l'action du logiciel et de la solution, mais on est dans de l'industrie, on est dans de la... Comment vous mixez ces populations, vous, en interne ? Comment ça se joue, la différence de profil, comme ça, au quotidien ? C'est pas évident, ça. Vous savez, des profils de softeux, oui, j'imagine, d'informaticiens et de gens du hardware, pour ceux qui en côtoient régulièrement,
c'est des profils assez différents qui parfois ont du mal à travailler ensemble. Pour autant, en fait, il y a deux choses. On pourrait considérer qu'on a quand même deux métiers. Un métier de la machine, sur lequel effectivement il y a du soft, puisqu'il y a du soft pilote, il y a du soft d'optimisation de placement, comme vous pouvez l'imaginer, sur de l'optimisation pour découper, pour faire du gain matière découpé. Donc ça, c'est une partie qui est intégrée, ce qu'on appelle de la mécatronique de plus en plus dans les appellations. Donc on a une approche mécatronique, et puis après on a une approche plus soft, développement soft, logiciel, on va dire d'écrire du code, hein, pour schématiser. Ces populations ne se parlent pas trop parce qu'elles n'ont pas trop besoin de parler ensemble. Donc ça va. Après, c'est sur la partie mécatronique. Sur la partie mécatronique, effectivement, tout le monde doit parler avec tout le monde. Comment on le manage? On manage de plus en plus avec des approches agiles. Donc on parle d'approches agiles, Scrum, des approches de développement projet, des modes projet de plus en plus de ce type-là. Et donc c'est ces approches-là de collaboratifs sous forme de plateau qui permettent d'embrasser ces différents domaines et de faire que les gens se coordonnent de manière à travailler ensemble. Après, je ne vous cacherai pas que c'est assez compliqué. Pour ce qui est, pour revenir à la sous-traitance, sur la sous-traitance, on va sous-traiter une partie de soft, effectivement. Assez peu, somme toute, parce qu'on est plutôt autonome sur cette partie-là, même si on fait appel à c'est votre cœur de métier peut-être au départ. C'est notre cœur de métier. Et puis, oui, effectivement, vous sous-traitez peu du code. Oui, bien sûr. Donc global, enfin, vous sous-traitez, vous avez des gens qui travaillent avec vous pour faire des modules de code, mais globalement, c'est des parties qu'on a plutôt intégrées. Et on a environ 250 ingénieurs aujourd'hui soft qui sont sur nos softs, donc assez peu de sous-traitance, même si on a quelques briques technologiques achetées de part et d'autre. Après, on a plutôt effectivement la partie mécanique, électronique, informatique, qui elle est achetée ensemble, et là c'est plus facile de faire coïncider cette typologie de métier en tout cas. On a évoqué plusieurs fois cette thématique là, sur les tables rondes. Est-ce que vous avez du co-développement avec vos sous-traitants? Est-ce que sur certaines, là on évoque la mécanique derrière, est-ce que vous allez travailler carrément en collaboration avec eux ou c'est simplement des faiseurs que vous cherchez? Alors, on ne cherche pas de faiseurs, oui, ou quasiment pas de faiseurs, ça c'est sûr. C'est une volonté, c'est de la faire du co-développement, de la co-innovation, vous l'avez qui s'affichait il y a quelques instants. Ça c'est clair que c'est une volonté, c'est un souhait, c'est ce que l'on essaie de faire. Après, c'est difficile pour différentes raisons. C'est difficile, allez on va dire, on va d'abord se jeter la pierre. C'est difficile parce que souvent, vous avez des ingénieurs de développement qui sont de toute façon les meilleurs et donc qui considèrent que ce qu'ils font eux ne peut pas être fait ailleurs et que c'est eux qui ont la compétence. Ça, c'est vrai, donc je le cite. C'est quelque chose qui existe. Bon, c'est pas, en tout cas chez Lectra, c'est pas le premier frein. L'autre frein, pour faire de la co-innovation ou du co-développement, hein, je parle, c'est aussi le fait qu'on reste une petite société, Lectra, une petite société, on est une TI, donc certes une jolie société, mais qui reste une petite société en termes de volumétrie de produits. Et donc co-développer pour faire des petites quantités, c'est assez compliqué en fait, parce que ça peut coûter vite cher, ça voudrait dire que nous on financerait, parce que c'est difficile aux fournisseurs ou aux co-développants de financer ça en se payant sur les produits, parce qu'il n'y en aura peut-être pas assez. Donc c'est assez compliqué pour cette raison-là. Et donc la taille de nos sous-traitants font que souvent c'est assez compliqué d'aller co-développer. Par contre, ce que l'on fait, et là on le fait plutôt bien, c'est que on fait des concepts. Donc on essaie d'avoir plutôt du cahier des charges fonctionnel sous forme de concept. Et on met en main ces concepts auprès de tel ou tel fournisseur partenaire en lui disant voilà, on a besoin de ça ressemble à ça, on sait que c'est à peu près comme ça qu'il le faut parce qu'on l'a calculé, parce qu'on a fait un pré-développement.
Maintenant, c'est vous qui allez le fabriquer, donc c'est vous qui allez mieux savoir s'il vaut mieux le faire un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Et là, ça, c'est quelque chose que l'on fait volontiers et de manière vraiment fluide et continue. Donc on remet plutôt des dossiers qui ne sont pas ficelés en tant que tels, de manière à dire maintenant, critiquer autant que de besoin. Peut-être qu'on ne pourra pas accéder à tout parce qu'il y a des contraintes. On donne l'environnement aussi. On essaie de donner de plus en plus l'environnement. C'est-à-dire le crayon, c'est quoi son environnement? C'est la personne qui va l'utiliser, il l'utilise comment, il est gaucher, droitier, c'est sur quelle feuille, etc. Donc on va donner l'environnement de manière à avoir une meilleure compréhension de l'utilisation. Et on va avoir les inputs effectivement qui vont nous être donnés. Donc on est plutôt sur cette approche-là. Et puis quand je disais co-innovation, c'est dire surtout on organise des conférences avec justement ou des tables rondes avec des fournisseurs qui viennent chez nous de manière régulière pour amener de l'innovation chez nous. Donc dites-nous, voilà, vous avez vu des choses, vous êtes en train de faire des choses avec des clients, d'autres clients, il n'y a pas de confidentialité dessus ou c'est quelque chose qui pourrait être utilisable chez nous. S'il vous plaît, faites-nous en part et on verra si on peut l'intégrer. Et régulièrement, on intègre des choses amenées par nos fournisseurs. Donc, on n'est pas dans du co-développement. Par contre, on est vers un développement collaboratif. Voilà. Développement collaboratif est plus le nom. Et il se charge de faire le dernier kilomètre peut-être sur un produit comme ça. Absolument. Voilà. Absolument. Et puis sinon, après, vous êtes ouvert. C'est une position de dialogue plutôt, de dialogue permanent. C'est exactement ça. Voilà. C'est vraiment, n'hésitez pas, je ne l'ai pas cité, mais ce que l'on s'autorise à faire également, c'est on a des équipes de R&D qui se déplacent chez les fournisseurs. Ces fournisseurs-là expliquent comment ils fonctionnent, ce qu'ils font. Donc ça permet d'imprégner un petit peu les contraintes lorsqu'ils vont pouvoir être sur les planches à dessin. Quand je parle de projeteur qui est sur une planche à dessin, il va intégrer les contraintes parce qu'il l'aura vu. Souvent, on a des projeteurs qui ne savent pas comment va être fabriqué un produit. Donc il va faire quelque chose qui ne va pas être fabricable. Donc le fournisseur les reçoit. A contrario, on reçoit les fournisseurs chez nous, devant les planches à dessin, devant les machines. On explique comment fonctionnent nos machines de manière à intégrer un petit peu l'environnement, la contrainte de ce qui va fabriquer. En se disant, ben oui, j'ai compris, je sais pourquoi il me demande à un moment donné telle et telle chose, parce que ça va à tel endroit et ça sert à telle fonction. Et le fait que ça serve à telle fonction, voilà pourquoi ils ont conçu de cette manière. Si vous ne vous parlez pas, si vous n'avez pas ce typologie d'échange, vous ne vous comprenez pas à un moment donné. Alors, et pourtant, on est, pour beaucoup entre Français, on pourrait se comprendre plus facilement. Mais si les gens ne savent pas quelle est la contrainte du fournisseur, quelle est la contrainte du client, vous êtes devant un plan, il m'a dit de faire ça, bah, je le fais béatement, mais ce n'est pas forcément l'attente et ce n'est pas du tout notre attente, clairement. Bien. Est-ce que vous avez des questions un point que vous aimeriez évoquer, qu'on a développé, que vous aimeriez approfondir un peu? On a la chance d'avoir, quand on refait un petit peu le parcours de tout ce que vous avez dit, une entreprise comme ça qui s'installe dans la durée, régionalement, qui est sur un marché un peu innovant, novateur. Et voilà, vous menez bien la barque, c'est très bien. J'ai regardé sur le site, vous irez voir Lectra, vous avez des clients un peu partout maintenant. C'est quoi la proportion, je dirais, en termes de clientèle? Vous êtes sur quel marché? Aujourd'hui, on va dire qu'on a à peu près, on a 40% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur l'Europe, malgré tout. On a environ 30% qui est fait sur l'Amérique du Nord et un petit peu l'Amérique du Sud. Amérique du Nord, Amérique du Sud. Quand je dis Amérique du Nord, ce n'est pas forcément les États-Unis, mais c'est au moins le Mexique, qui est quand même une zone plus low cost que la Chine, il faut le savoir aujourd'hui. Et puis, vous avez effectivement le reste. Pas complètement le reste, un petit peu, je vous disais, en Afrique du Nord et puis l'Afrique du Sud, justement. Et puis beaucoup en Asie, donc 20% aujourd'hui en Asie. C'est les marchés qui se développent le plus aujourd'hui en termes de production, voire en termes de design aussi. De plus en plus de designers sont en Asie maintenant. C'est des marchés, bien sûr, sur lesquels il faut être. Après, c'est des marchés plus compliqués, parce que c'est un marché où il y a encore une notion de prix très ancrée et pas une notion de coût complet. Nos machines, si vous cherchez du prix, il ne faut pas aller chez Lectra parce que malheureusement, en prix facial, on sera forcément mal placé avec du Made in France, avec un certain nombre de choses que l'on propose et une machine qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complète pour nos clients et le service qui va avec. Si vous ne comprenez pas le service qui va avec l'offre de Lectra, vous êtes à côté. Donc, sur la Chine, il y a encore beaucoup de recherche de low cost ou de prix. Pour autant,
La Chine, de par ses contraintes aujourd'hui de productivité, hein, la nécessité d'aller chercher de la productivité, de par aussi la quantité de produits à fabriquer, ne serait-ce que par leur marché intérieur, qui est énorme, mais aussi de par l'augmentation des prix du coût de la main-d'œuvre qui a été fulgurant, hein, sur les 6-7 dernières années, se doit maintenant d'aller chercher des sources d'économie. On parle, pour ceux qui ont été à côté à Smart Industry, puis c'est pas un phénomène de mode d'ailleurs, c'est une vraie tendance. On parle de l'industrie 4.0. Nos amis en Chine ont la même typologie de démarche aujourd'hui, à même titre que les Allemands par exemple. Donc ils ont une nécessité d'aller vers là. Donc c'est un marché sur lequel on croit beaucoup. Tout à fait. Et puis votre machine, elle marche 37 ans après, quoi. Et ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les machines low cost. Parfois, malheureusement, ça nous pose des problèmes parce qu'on ne peut pas revendre une autre machine. Oui, c'est ça, mais oui, effectivement, il y a de ça aussi. Après, ce qui est vrai aussi, c'est dans le domaine du textile, du fashion, une société qui existe aujourd'hui n'existera pas forcément dans 5 ans. Donc, est-ce qu'ils recherchent du 35 ans? Pas tous. L'automobile, c'est différent. Voilà. Bon. Any question? Petite question, juste comme ça pour le clin d'œil, j'avais été voir la Fashion Tech Week chez Nouma, donc c'était et je vois une petite jeune designer, c'était l'an dernier quand on avait failli recevoir quelqu'un de chez vous, et je vois cette petite designeuse qui travaillait sur Electra et qui disait voilà, elle était là, waouh, super. Donc c'était pour elle un super outil. Et a priori, ça l'est, c'est assez plébiscité. Après, on a une approche aussi beaucoup à accompagner les écoles. Donc on fournit des softs de manière gracieuse d'ailleurs aux écoles de design et on est dans l'accompagnement, on finance aussi pas mal de programmes de développement éducatif. Donc on essaie de promouvoir l'enseignement dans ce domaine-là du fashion, effectivement. C'est aussi, ne nous en cachons pas, une manière de rentrer et d'être présent dès le départ. Oui, et puis après les jeunes vont des jeunes servir étudiants qui deviendront, c'était une évidence. C'est commercialement, mais c'est gagnant-gagnant parce qu'ils ont un bon outil et puis voilà, c'est de bonne guerre. Bon, eh ben, écoutez, voilà. Ça va, on a bien voyagé dans le monde de la mode et de la sous-traitance. Merci beaucoup pour cet éclairage, pour cette présentation très complète. On vous souhaite une bonne continuation.